on va rentrer encore plus sur le terrain avec la première table ronde. Donc, mobilisation des opérateurs pour des territoires en bonne santé. Donc, je change ma diapositive, voilà. Et donc, j'appelle les différents intervenants. Donc, Adeline De Vrint, vous êtes agricultrice. Pascal Goumin, qui est président de l'AMP Saumon de France, qui aura la vision d'aquaculteur. Olivier Mariotte, vous êtes coprésident de France for One Health. Et puis Hermine Chombard-Delauve, vous êtes déléguée générale du CNRA, le Conseil national de la résilience alimentaire. Voilà. Voilà, donc bienvenue à tous. Donc, on continue dans les cas particuliers la mobilisation des acteurs avec une vision concrète. Hein. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les territoires pour concrétiser cette approche One Health, pour qu'elle soit plus qu'un concept, mais qu'elle soit vraiment une réalité. Alors, je voudrais commencer par donner la parole à Adeline. Adeline, qui est agricultrice dans les Ardennes. Qui est productrice de grande culture. Et je voulais savoir, Adeline, ta vision de One Health, qu'est-ce que c'est? Je crois que tu as découvert un peu le sujet à l'occasion de cette journée. Mais en fait, tu fais du One Health sans le savoir. Donc, présente-nous un petit peu ton activité et puis à quels différents types de santé tu essayes de répondre dans ton activité de tous les jours. Donc, bonjour à toutes et à tous. Effectivement, je suis agricultrice dans le sud des Ardennes. Donc je produis des céréales, blé, orge, escourgeon, colza, betteraves sucrières et également légumineuses, luzerne. Et donc je me suis posé la question de comment je percevais One Health au quotidien sur ma ferme. Et en fait, la réponse que j'y adresse, c'était de me dire, mais en fait, j'essaie de mettre en place les meilleures conditions pour ma plante, pour ma culture, pour produire une alimentation, disons saine, en tout cas de qualité, que je définirais de qualité. Parce que comment je fonctionne au regard justement à travers ce prisme One Health, le premier point, c'est que en tant qu'agricultrice, je vais réaliser un diagnostic de mes cultures. Alors je vais faire un parallèle avec l'univers de la médecine que je ne maîtrise absolument pas, mais en tout cas, voilà, en tant qu'agricultrice, je me pose la question, j'essaie de comprendre mon sol, ma culture, quel est son état de santé, comment elle se comporte, parce que je vais faire en sorte de prendre soin de ma culture. Et donc, au-delà de l'observation humaine, c'est-à-dire de mon observation, en m'appuyant aussi sur l'expertise de mes pairs, d'autres agriculteurs, je vais m'appuyer sur des données qui sont générées par exemple par des stations météo, par des satellites, par des analyses de sol. Donc je vais m'appuyer sur du rationnel, sur de la science, pour pouvoir comprendre comment se comporte le vivant, ce que je travaille, en tout cas sur la partie végétale, puisque animal, je ne fais pas d'élevage. Et donc, l'intérêt, c'est de me constituer une fiche identitaire de mes parcelles. Je continue peut-être. Ouais. Et donc là, il s'agit de prophylaxie, en fait. C'est de mettre en place tous les moyens possibles, en fait, pour éviter que tes plantes tombent malades. Et donc, pourquoi faire des diagnostics? C'est pour comprendre les carences, ce qui se passe bien, les carences de mon sol, de ma plante, pour pouvoir mettre en place des pratiques culturelles qui soient le mieux adaptées aux besoins de ma plante. C'est moi ce que j'appelle du soin à ma culture, à mon sol, puisque je vais faire en sorte, c'est un intérêt, et j'en reviendrai dessus, c'est un intérêt global qui est apporté. Et donc, par exemple, ces données, je vais utiliser des données satellitaires qui, à l'image des scanners ou des IRM, vont me permettre de définir la bonne dose au bon endroit que je vais mettre sur ma culture en termes d'azote, de fertilisation azotée. C'est ce qu'on appelle l'agriculture de précision, et plus exactement la modulation intraparcellaire. Donc, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail des termes techniques, mais en gros, l'idée, c'est de considérer, donc ça c'est un exemple de pratique, c'est de considérer que mes parcelles sont hétérogènes, donc elles ont différents potentiels, mais mon sol n'est pas uniforme. Et donc je vais venir intervenir sur mon sol en fonction de son état de santé, de sa biomasse, particulièrement les données satellitaires,
En fait, qu'est-ce qu'elles font? Elles vont prendre en photo, avant hiver et après hiver, mon blé par exemple, pour identifier la biomasse et la chlorophylle dans mes plantes, pour me dire, voilà, à la fin, Aline, tu mettras X unités d'azote sur ta plante, parce que ça, je suis incapable, avec toutes les connaissances possibles, je suis incapable de le faire sans outils, donc je vais m'appuyer de ces outils pour prendre une décision. Et en plus, ça va me permettre de générer une carte de modulation, c'est-à-dire sur l'ensemble de ma parcelle, je vais mettre plus ou moins des grandes quantités pour nourrir ma plante, donc d'azote. Et également en fonction des données météo. Et bien sûr, en fonction des données météo. Donc tout ça, c'est presque une approche chirurgicale de ma parcelle. Alors chirurgicale, c'est superficie 10 mètres x 10 mètres, donc on n'est pas sur les mêmes ratios, bien sûr, qu'en médecine. Mais ce que j'essaie, qui sont d'ailleurs, l'agriculture de précision est d'ailleurs un levier de l'agriculture bas carbone. Mais voilà, donc c'est un exemple de pratique, l'agriculture de précision. D'autres pratiques que je vais mettre en place sur mon exploitation, sur ma ferme, ça va être par exemple la prise en compte du sol, de la teneur organique de mon sol. J'ai besoin que mon sol soit vivant, soit pour remonter la teneur organique ou la maintenir, donc par de la matière organique. Donc je vais mettre en place des leviers qui vont être par exemple, je vais restituer mes pailles après récolte, je vais mettre des couverts interculture, c'est-à-dire après mon blé, entre mon blé et ma betterave, je vais mettre un couvert qui va me permettre de piéger, fixatrice d'azote, qui va me permettre de piéger l'azote pour la restituer par ailleurs. Et en fait, ces mesures-là, qui sont aussi du coup un impact sur mon sol, sur le vivant de mon sol, pas que sur ma plante, puisqu'elle a un impact sur ma plante, c'est un écosystème. Pourquoi donc réaliser ces mesures? Elles sont en fait, il y a des enjeux agronomiques, comme je le dis, répondre au mieux aux besoins de ma plante. C'est des enjeux économiques, parce que je limite mes intrants aussi, et donc ça me permet aussi, quand l'azote a fait x3 en prix il y a 2 ans, je limite aussi mes coûts. Mais surtout, c'est aussi une empreinte écologique moindre. Donc en fait, c'est un cercle vertueux qui me permet de produire dans des bonnes conditions. En préparant, tu me disais, il n'y a plus d'agriculture conventionnelle, il n'y a plus que de l'agriculture raisonnée. Alors, effectivement, ça va faire hurler, mais c'est pour ça que je le dis. Je me suis, mais voilà, moi je me suis installée il y a 4-5 ans, donc j'étais pas du tout dans l'univers agricole, et donc je l'ai vraiment découvert sous un œil de professionnel. Et en fait, j'ai constaté que c'était un univers très cadré, hyper réglementé, et que c'était pas du tout le Far West en fait. Donc, à l'heure actuelle, en termes de traçabilité des exploitations, en tout cas, je parle sur la partie grande culture que je maîtrise, sur la partie traçabilité des exploitations, on me demande un registre phytosanitaire, une définition très claire de tout ce que je fais en fertilisation. Je dois respecter de nombreuses règles. Je ne peux pas intervenir n'importe comment. Voilà, sur mon exploitation. Tu as des comptes à rendre. Oui, tu dois rendre des comptes. Et c'est normal. C'est normal d'avoir cette traçabilité. Après, ce qui serait bien aussi, ce qui est important et de communiquer dessus, c'est d'informer qu'en fait on fait ce travail-là, qui est d'ailleurs aussi par ailleurs un travail très administratif. Mais après, il y a des OAD, des startups qui nous aident aussi maintenant à simplifier ce travail administratif pour nous remettre dans les champs. Mais effectivement, j'ai perdu un petit peu le fil. C'est peut-être le carnet de santé aussi dont tu me parlais, carnet de santé végétale, tout comme chez les animaux et chez les humains finalement, qui existe dans ce registre des différentes actions. Le CV de santé. Voilà, actuellement, entre la traçabilité que j'ai sur mon exploitation et les critères qu'on me demande à récolte, c'est-à-dire qu'à livraison de mes matières premières, quelles qu'elles soient, c'est conditionné sous des critères d'humidité, etc. Enfin voilà, des critères sanitaires qui donnent un cadre. Et la dernière dimension que je voudrais ajouter, c'est la dimension One Health, c'est aussi la santé économique, parce que un agriculteur, c'est aussi un chef d'entreprise. Il a effectivement, comme on dit, en charge la santé des plantes, des sols,
et de la biodiversité, mais il a aussi une nécessité de pérenniser son exploitation. Et son exploitation, elle doit être aussi rentable, en fait, pour que ce soit pour se rémunérer. Donc, en conclusion, par rapport à One Health, c'est pour moi, à mon niveau terrain, c'est mettre en place l'équation de produire, c'est-à-dire de la matière première, nourrir de qualité. Alors, au-delà des réglementations, c'est aussi, je pense que tout agriculteur a un vrai souhait de produire de qualité. C'est une fierté aussi de travail qui permettent d'être rémunéré, de se rémunérer tout en trouvant un écosystème, le triptyque d'équilibre des sols, de la plante, sol, plante, et bien sûr avec les aléas et variables non maîtrisables que sont les aléas climatiques, la volatilité des marchés sur les matières premières aussi. Voilà. Donc la santé est partout dans ton activité finalement. Oui. Alors on reste peut-être dans la santé économique, la dimension économique et chef d'entreprise avec Pascal Goumin, puisque vous-même vous avez une vision de chef d'entreprise avec le métier d'aquaculteur. Donc on va parler d'un élevage un peu particulier, mais c'est justement ce qui nous a intéressé dans votre modèle. Parlez-nous un petit peu de votre société et de comment vous travaillez avec les agriculteurs sur le terrain pour développer ce métier d'aquaculteur. Oui, bonjour à tous. On va passer de l'agriculture de précision à l'aquaculture de précision. Alors, pourquoi de l'aquaculture déjà d'une part sachez qu'en France, nous importons 90% des produits de la mer que nous consommons. C'est quand même juste un véritable désastre. On a des milliers de kilomètres de littoral, on a 500 000 hectares d'eau continentale, une des meilleures recherches au monde avec de grands instituts, l'INRAE, l'IFREMER, des sélectionneurs pour le CISAF. Un marché domestique important et la réalité est que nous importons la plupart des produits que nous consommons. On a eu ce midi l'occasion de manger un peu de saumon. Le saumon, c'est 250 000 tonnes de consommation en France, plus important pays d'Europe en matière de consommation, et c'est 1% de production locale à travers le groupe que je dirige aujourd'hui. Alors on a parlé aussi des silos. Notre groupe est un petit peu un exemple de ce que l'on peut faire pour essayer de briser un petit peu ces silos. Chose un petit peu étonnante, le groupe AMP est détenu donc par un groupe cosmétique, l'Occitane, et par des grandes coopératives agricoles que sont la SCAEL en Beauce, que sont Maïs Adour dans le sud-ouest et Natup en région Normandie. Alors pourquoi ces coopératives et un groupe cosmétique s'intéressent à l'aquaculture ? C'est d'une part parce que le poisson est un des animaux probablement les plus intéressants sur Terre en matière de performance de production de protéines. C'est-à-dire que le rapport consommation d'énergie et production de protéines est très favorable au poisson qui ne consomme pas d'énergie pour se chauffer, animal à sang froid, qui ne consomme pas d'énergie pour se maintenir dans son niveau, puisqu'il est équipé d'un organe interne qui sert de bathyscaphe et qui lui permet de se maintenir dans le niveau, et qu'ensuite de ça, c'est la plus faible consommation d'eau. Et on voit très bien aujourd'hui tous les enjeux qui tournent autour de l'eau. Alors comment aujourd'hui notre groupe, qui est producteur de saumon, de truites, mais aussi de vieux poissons, de poissons traditionnels des temps, on a parlé de Sologne tout à l'heure, l'aventure a démarré là, comment est-ce qu'on s'inscrit dans une démarche One Health aujourd'hui ? C'est à travers donc le fait de briser ces silos et à travers le fait de trouver des points communs en matière de gestion de l'eau, de préservation de l'environnement, de préservation de la biodiversité, de garantie donc alimentaire mais aussi sanitaire, être capable de nous assurer que les produits que nous livrons au marché sont sains. Bien évidemment qu'on peut utiliser des produits antibiotiques, mais pas de façon systématique, parce que là encore ça doit être juste du curatif pour nous. Mais en tout état de cause, la garantie qu'on doit apporter à un marché, c'est ça, c'est un produit bon d'un point de vue alimentaire, bon d'un point de vue de son innocuité, respectueux de l'environnement, respectueux du bien-être animal, et en même temps qui va créer de la valeur et de la richesse en matière de relocalisation de ses productions. Alors le lien avec les coopératives, c'est que parmi nos modèles de production, alors on a des cages en mer, on a des systèmes de production hors sol en eau salée, et on a également donc des systèmes de production sur rivière.
la véritable innovation technologique vient des systèmes de production hors sol, avec des degrés plus ou moins sophistiqués. Vous avez peut-être entendu parler de l'aquaponie. L'aquaponie, c'est la coproduction, enfin c'est la production conjointe de poissons et de végétaux. Donc, pour faire simple, vous nourrissez les poissons fertilisent l'eau, les bactéries vont intervenir pour décomposer certains éléments, l'ammoniac, les nitrites, pour les transformer en nitrates, assimilés par les plantes. Donc, bilan, avec une seule quantité d'eau, la même quantité d'eau, un seul élément entrant, c'est-à-dire l'aliment pour les poissons, on va avoir une double production. Donc bien évidemment, le lien avec nos agriculteurs, c'est qu'en leur proposant des systèmes tels que ceux-là, coproduction de poissons et de végétaux, on peut contribuer à réduire les intrants chimiques, faire baisser le taux de produits phytosanitaires en proposant de l'engrais liquide, issus de la fertilisation liée aux poissons, et également la valorisation des boues, c'est-à-dire la partie solide qui provient de l'élevage de poissons, là aussi pour procurer des composts et des composts riches. Donc lorsque Adeline nous dit qu'elle a des besoins dans son agriculture de précision pour fertiliser ses terres, eh ben, sachez qu'une production aquacole peut permettre d'apporter une partie de ses intrants et de couvrir ses besoins. Et puis c'est de la diversification d'activités pour les agriculteurs. Et en matière économique, bien évidemment, une source de diversification pour les agriculteurs. L'enjeu de l'eau donc, que j'évoquais tout à l'heure, ben, c'est stocker de l'eau. Nous, l'eau est uniquement un support d'élevage. Hein. Je l'ai dit tout à l'heure, le poisson ne consomme pas d'eau et son élevage ne consomme pas d'eau. En revanche, on a besoin d'avoir une eau de qualité. Donc là encore, le droit à produire n'est pas un droit à polluer. De même qu'on doit être les garants de l'eau qu'on utilise pour nos élevages, on doit être garant de l'eau qu'on restitue au milieu. Donc c'est là où on s'aperçoit qu'effectivement la circularité des activités et des métiers, le fait de rompre ces silos, fait que dès le début, le groupe s'est positionné dans une démarche One Health. C'est-à-dire qu'on voit bien les interactions qu'on peut avoir, et en réalité, parler d'aquaculture, ça pourrait paraître incongru dans un environnement où l'agriculture, voire la grande culture, sont aujourd'hui un petit peu les fleurons de notre activité agricole française. Mais on voit bien qu'aujourd'hui, les solutions de demain, elles vont être autour de l'adaptation des pratiques et à travers de l'innovation technologique. Donc, aquaculture de précision pour l'agriculture de précision. Très intéressant. Autre chose qui vous relie tous les deux, c'est peut-être la notion de qualité sanitaire aussi. Hein. Ça, c'est très, très important. C'est peut-être quelque chose qui est oublié aussi par le grand public, par la société, sur les exigences en fait, qui sont demandées à la production agricole. C'est d'avoir une qualité sanitaire irréprochable jusqu'à l'assiette, en fait, aussi avec tous les intermédiaires qu'il y a en fonction de la longueur de la chaîne. Alors, qualité irréprochable, avec un petit peu les mêmes problèmes qu'on a soulevés, c'est-à-dire que nos exigences de traçabilité ne sont pas les mêmes que celles qu'on peut avoir sur des produits d'importation, et c'est assez navrant. On fait tout un travail à travers nos organisations syndicales et professionnelles pour essayer justement d'imposer un label France, d'imposer des cahiers des charges et surtout permettre aux consommateurs d'avoir une traçabilité. Vous l'avez vu pour la viande, c'est le cas. Maintenant, vous allez au restaurant, vous savez quelle est l'origine de la viande. Pourquoi ne l'avons-nous pas pour le poisson ? C'est absolument pas normal. Lorsque vous avez des produits d'importation, on va parler du bar et de la dorade qui viennent de Grèce ou de Turquie, qui vont utiliser des PAT, alors pas les plans alimentaires territoriaux, mais les farines animales, qui vont être avec parfois des traitements pesticides ou une grosse utilisation d'antibiotiques, eh ben, le consommateur ne le sait jamais. Donc ce qu'on attend aujourd'hui de l'État et ce qu'on attend en réalité du marché, c'est qu'on ait cette espèce de mise à égalité des conditions pour garantir tout simplement la santé sanitaire des produits et leur traçabilité. Alors, vous avez prononcé le mot PAT. Vous travaillez, oui. vous travaillez déjà, oui, alors, ou vous êtes en train de discuter on a la avec chance le d'être sur projet alimentaire territorial de votre... On a la chance d'être sur plusieurs régions, donc région Centre et Normandie, et toute la démarche s'inscrit effectivement dans la démarche des programmes alimentaires territoriaux pour permettre de servir la restauration scolaire, la restauration en foyer, pas simplement la restauration traditionnelle, pour qu'on retrouve là encore une belle place à ces protéines poissons qui sont intéressantes d'un point de vue de la santé humaine, mais qu'on les retrouve avec une production locale et la plus décarbonée possible.
Et donc on fait le lien très naturellement avec Hermine Chambard-Dolof. Donc tu es déléguée générale du CNRA, le Conseil national de la résilience alimentaire. Alors tu vas nous définir ce que c'est que la résilience alimentaire. Et donc là on arrive vraiment sur le territoire, donc le système d'alimentation reterritorialisé. Donc par exemple avec ces fameux PAT. Merci beaucoup, merci de l'invitation. On est sur une double approche finalement avec le CNRA, donc Conseil national pour la résilience alimentaire. La résilience alimentaire, c'est quoi Si je reprends les mots de Monsieur Perrin, c'est peut-être un autre concept un peu fumeux, mais qu'on essaye justement de faire percoler jusqu'au territoire. La résilience alimentaire, c'est la capacité des acteurs d'un système alimentaire dans leur ensemble à maintenir la fonction nourricière première de façon accessible à tous, en quantité, en qualité et bien sûr, quels que soient les aléas. Donc on pense Covid, mais ça peut être grippe aviaire, guerre en Ukraine, etc. Donc là, on va être beaucoup sur le soin versus la prévention. Je vais reprendre vraiment vos mots aujourd'hui. Parce que l'ambition du CNRA, c'est de réunir les acteurs de façon très transversale, donc toute la chaîne de valeur, de l'agriculteur, du champ à l'assiette, comme on dit, mais aussi les acteurs des collectivités territoriales, donc tous les acteurs du public, du gouvernement, les législateurs, mais aussi les acteurs de la recherche, des médias, parce que vous avez aussi beaucoup parlé de communication, et c'est l'un des enjeux fondamentaux, effectivement, dans cette transition que tout le monde appelle de nos voeux. Pourquoi ? Parce qu'on a 30 ans. Le changement climatique, c'est pas un concept fumeux pour le coup. Là, on a beaucoup de scientifiques qui sont tous raccords sur le sujet. C'est maintenant que ça se passe. Donc, on doit se mobiliser. Tout le monde est au courant de ça, mais le système établi l'est depuis tellement de temps qu'on a une vraie difficulté à cranter. Et c'est le cliquet de départ qui compte. Donc, nous, CNRA, on est vraiment ce collectif d'acteurs. On n'est pas un think tank, on s'appuie sur Agridé, qui fait partie du CNRA d'ailleurs, pour produire des super notes. Nous, l'objectif, c'est de réunir ces acteurs qui sont engagés. Et quand je disais de deux façons possibles, je vais faire tout de suite le lien avec les PAT, mais avant ça, l'un des enjeux du CNRA, c'est aussi de contribuer à bien rendre visible, lisible l'étendard qu'on doit suivre. Parce qu'aujourd'hui, en France, on ne souffre pas d'expertise. Il y a beaucoup d'experts sur le sujet, sur plein de sujets, voire de contre-expertise aussi qui éclosent partout. Donc finalement, on ouvre Internet et on se dit, bah, tiens, je vais faire ça, ça a l'air d'être bien. Et puis le jour d'après, ah bah non, finalement, c'est plutôt lui qui a raison, donc on va changer. Comment est-ce qu'on peut contribuer, et l'approche de résilience alimentaire y contribue beaucoup, de la même façon que je suis persuadée que l'approche de One Health y contribue aussi beaucoup. Pourquoi ? Parce que quand on détaille ces deux concepts, qui sont à l'origine des concepts, on se rend compte que finalement, ça va réconcilier beaucoup de notions qu'on a déjà de simple bon sens, finalement. Ça paraît évident que si on mange un aliment qui est avarié, ça va avoir un impact sur notre propre santé et vice-versa. Donc, la résilience alimentaire, c'est exactement la même approche. Comment est-ce qu'on peut engager tous les acteurs dans leur diversité aussi bien que en termes de taille, en termes d'expertise, en termes d'origine, en termes de mode de vie, de consommation, etc., pour pouvoir ensemble atteindre un objectif qui nous dépasse individuellement. Donc voilà, ça c'est le premier focus du CNRA, c'est de contribuer à donner cette vision large, systémique, et stratégique finalement. Et enfin, je veux dire, on sort tous du salon de l'agriculture. L'actualité, depuis 3 ans que l'association existe, ne cesse de nous donner raison. Une fois qu'on s'est dit ça, voilà, l'approche un peu macro, l'ambition, c'est surtout, mais comment est-ce que ça reste pas fumeux ? Comment est-ce que concrètement, opérationnellement, ça va se décliner dans les territoires ? Je pense qu'on a eu 2 parfaits exemples aujourd'hui. Mais comment est-ce que ces exemples ne restent pas intimes dans l'entre-soi? Comment est-ce qu'ils peuvent précisément se démultiplier, passer à l'échelle, être dans un cercle vertueux? Parce que là, on en a 2, mais j'en ai des centaines, des millions peut-être. Non, ce serait prétentieux de ma part, mais en tout cas des milliers, voilà, des milliers d'exemples, parce qu'effectivement au CNRA on commence à vraiment être de plus en plus nombreux, mais même en dehors, d'acteurs qui se mobilisent. Alors
il y en a beaucoup qui sont totalement dans l'ombre. Hein. Et c'est pas forcément ceux qui ont 300 000 suiveurs sur LinkedIn qui sont les plus performants. Il y en a beaucoup qui travaillent très bien au quotidien. Et ceux-là, on parle d'agribashing, vous avez ça en tête, ils ont le droit et ils ont raison de se révolter. Donc l'idée, c'est concrètement comment ça se passe. Alors, je ne vais pas vous parler des heures, mais je voudrais illustrer avec peut-être deux, trois points. Hein, tu me donnes le haut là en fonction du temps. Le premier, effectivement, c'est les fameux PAT, un autre mot jargonneux, les projets alimentaires territoriaux, qui sont un dispositif mis en place par le gouvernement depuis déjà 10 ans, qui vise à pousser les collectivités territoriales et les territoires dans leur ensemble, c'est-à-dire pas que les acteurs du public, mais aussi les acteurs des systèmes alimentaires privés dans les territoires, à se mobiliser pour mettre en place une véritable stratégie alimentaire. Cette stratégie, elle commence par un diagnostic. Donc ça, c'est l'effet le plus vertueux et c'est l'effet numéro 1. Comment est-ce que grâce à mon PAT, je vais connaître les acteurs, les enjeux, le foncier, l'état du système alimentaire de mon territoire. Pourquoi ? Parce que derrière l'objectif, et pareil, vous l'avez dit en préambule, l'objectif, c'est de viser la coopération de ces acteurs. Parce qu'on peut faire quelque chose de très bien, si on est seul à le faire, ça n'a quand même pas beaucoup d'impact. Par contre, si on est des millions à trier nos déchets, finalement, c'est la théorie du colibri, ça va finir par avoir de l'impact. Donc le PAT, c'est vraiment ça. Après, effectivement, le PAT, c'est complexe aussi à engendrer, à mettre en place, parce qu'il y a des enjeux de gouvernance, il y a des précarés, il y a un ordre établi, il y a un ancien monde qui est quand même très présent et qui n'aime pas trop se faire bousculer. Donc, petit à petit, doucement mais sûrement, on essaie d'y contribuer, on est de plus en plus nombreux à le faire. Un ou deux exemples de PAT alors, il y en a 450. Il y en a 450. Non, je ne vais pas cibler parce qu'en plus, en toute honnêteté, je ne les connais pas tous, les 450. Il va y en avoir d'autres. Il y en a une cinquantaine qui sont déjà labellisés numéro 2. Ça veut dire qu'ils ont une vraie stratégie assise, engagée, qui va aboutir à des vrais projets opérationnels. Je pense à la mise en place, alors souvent on cite cet exemple, et parfois en contre-exemple, des légumeries, qui ont vraiment cette vertu de relocaliser une partie de la transformation de production locale à destination de la restauration collective. Donc, c'est à Dijon, par exemple. À Dijon, tout à fait, par exemple. Il va y en avoir qui vont plus travailler sur l'enjeu de la transmission des exploitations agricoles. Donc ça, c'est un véritable enjeu, on le sait très bien. Enfin, il y a beaucoup, et c'est ça qui est chouette aussi avec les PAT, c'est que finalement, la multiplicité des projets existe. Il n'y a pas une typologie. Je prends un deuxième exemple et puis après j'arrête parce que je pense qu'il est vraiment fondateur aussi. Là, je vais reprendre un petit peu de hauteur. Au CNRA, depuis quelques mois, presque années, en fait, ça fait presque 2 ans que je travaille sur le sujet, on est en train de coécrire un guide de bonnes pratiques pour la résilience alimentaire des territoires avec AFNOR. Alors j'ai dit AFNOR, j'ai pas dit norme, j'ai dit guide, c'est pas pareil. 3 focus, il n'est pas encore sorti, hein, ça devrait sortir avant l'été. Donc je l'ai dit, bonnes pratiques. Quelles sont les bonnes pratiques qui remontent du terrain? On n'est pas sur de l'injonction, c'est pas les 60 mesures de je ne sais quelle loi, enfin, et qui sont très bien, hein, il y en a beaucoup qui sont exactement les mêmes, mais là, ce sont vraiment des bonnes pratiques opérationnelles qui fonctionnent. En face de chaque bonne pratique, on a des illustrations, donc des exemples, un projet, un produit, une solution, un service qui répond à cette bonne pratique et qui marche de façon robuste, hein, qui a fait ses preuves d'un point de vue économique. Et autour de ça, ce couple bonne pratique illustration sera toujours illustré. Je reprends ma casquette résilience alimentaire. Quel est le choc ou la typologie de choc ou de perturbation que cette bonne pratique permet de contrer? Donc toujours pour remettre les choses dans leur contexte. Parce que encore une fois, on peut développer quelque chose de complètement génial. C'est la règle des 3 U. Utilisable, utilisé, utile. Voilà, si on n'a pas ces 3 U-là, on aura fait une Rolls et ça ne roulera pas. Et puis enfin, l'objectif, c'est aussi, et je l'ai dit un petit peu en préambule, de viser la transformation du système. C'est-à-dire qu'on peut avoir des mesures d'adaptation ou de résistance, numéro vert à l'eau, je ne sais pas quoi, voilà, ça c'est de la réaction. C'est ce que disait M. Perrin aussi tout à l'heure, c'est la communication de crise, ça a vraiment ses limites. On a besoin de communiquer en amont pour
pouvoir mettre en place des pratiques qui soient durables et pérennes. Et c'est certainement pas la réaction qui pousse à ça. Et donc l'objectif de ce guide, c'est de viser la transformation de notre système en étant un peu disruptif. Voilà. Merci beaucoup pour tous ces exemples. Donc je retiens encore le guide de bonne pratique. La donnée, l'information, c'est quelque chose d'important aussi pour nourrir ce guide. Oui, tout à fait. Il y a 235 personnes qui se sont inscrites pour contribuer de façon bénévole à ce guide-là. C'est de la co-construction. C'est de la co-construction. Donc nous, on n'a pas prétention à écrire un grand rapport scientifique. C'est vraiment de la remontée terrain d'acteurs qui utilisent des données. Il y en a qui produisent des données. Et comment est-ce que... ah oui, j'ai oublié de dire, ce guide, il est vraiment destiné à tous. Il sera mis à disposition gratuitement sur le site de l'AFNOR. Et l'objectif, c'est que moi, lecteur, que je sois un restaurateur qui veut être Egalim compatible, un grossiste qui veut être plus local, un agriculteur qui veut passer en bio ou que sais-je encore, comment est-ce que, à la lecture de ce guide, je peux engager mon projet avec cette vision systémique qui est nécessaire. Enfin, on voit bien si je fais l'analogie avec le système digestif, j'ai beau soigner mon estomac, si au niveau de mes dents ça passe pas, c'est tout le reste qui s'en ressent, quoi. Ou si je peux digérer en haut mais pas en bas, ça marche pas. Donc c'est exactement la même chose. Comment est-ce qu'on engage son projet en étant conscient que je suis pas sur une recherche de solutionnite, j'ai un problème, je cherche ma petite solution, mais la solution que je vais trouver, finalement, elle va avoir un impact sur la totalité des acteurs de l'écosystème. Et l'objectif, c'est que, bien sûr, cet impact soit vertueux. Merci beaucoup, Hermine. Alors, je vais passer la parole à Olivier maintenant. Donc, Olivier Mariotte, co-président de France for One Health. Alors, il faut que vous nous expliquiez ce que c'est que ce nouveau Do Tank. Ce matin se tenait une conférence à laquelle j'ai eu le plaisir d'intervenir pour présenter toutes les bonnes actions du monde agricole contribuant à One Health. Ben là, c'est vous maintenant qui êtes parmi nous pour nous présenter ce que c'est que France for One Health et en fait comment vous, en tant que spécialiste santé humaine et communication, en fait affaires publiques, vous vous êtes emparé de ce sujet. Pourquoi c'est important aujourd'hui de créer ce Do Tank et à qui vous vous adressez, et puis peut-être vos réactions par rapport à ce que vous avez entendu dans cette première table ronde. Merci beaucoup de me donner la parole. Moi, je me définirais comme un médecin. Je suis médecin, chef d'entreprise, et je suis aussi élu local. Donc, dans un petit village qui se trouve à 30 km des sources de la Seine. Donc, c'est vraiment de la ruralité la plus totale. On n'a pas de... Voilà, il faut aller à Châtillon-sur-Seine ou à Montbard, il faut faire 20 km de chaque côté. Donc au milieu des agriculteurs. On est au milieu de nulle part. Et on est au milieu d'un désert qui n'est même plus médical, c'est-à-dire c'est un désert total. Il nous reste 2 vacations de poste, la poste, dans la commune. Un point, c'est tout. Donc on n'a plus rien, on a plus de commerce. Vraiment, c'est un village comme on existe beaucoup. Et qui fait en fin de compte la valeur économique quand même de ce territoire, même si c'est une valeur économique qui n'a pas la même valeur que Paris en termes de production. Mais ça crée de la richesse quand même parce qu'il y a 150 personnes qui sont là et qui vivent. Parlez bien dans le micro bien sur le menton. Pardon. Donc je suis un peu au carrefour de plein de choses et pour vous raconter une anecdote qui a déclenché pas mal de choses, on a voté un jour la réfection du système d'adduction d'eau. Le système d'adduction d'eau n'avait pas été refait depuis 1937, donc c'était des vieux tuyaux en fonte. On perdait à peu près 95% de l'eau qu'on captait. On a la chance dans la commune d'avoir une source qui donne beaucoup, d'ailleurs ce qui nous permet de vendre de l'eau à d'autres communes. C'est une vraie richesse. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que le syndicat des eaux a décidé de taxer l'eau à hauteur de 3% de ce qu'on captait, ce qui faisait que non seulement on n'avait plus rien, mais en plus de ça, tout ce qu'on pouvait récupérer, c'était repris par l'agence de Rouen. Allez savoir pourquoi, c'est la Seine, donc d'accord, Rouen, c'est... Bon, c'est comme ça, c'est le côté jacobin de la France, c'est celui que j'adore. Pour vous donner pour me définir en plus, je suis un bourguignon girondin, d'accord, sauf sur le vin, mais pour le reste, je suis totalement girondin et pas du tout jacobin. Et quand on a refait ce système d'adduction d'eau moderne,
avec des produits qui étaient modernes et qui étaient amorphes sur le plan de la pollution et tout ça. On a rouvert l'eau. Alors vous imaginez bien que tout le monde était content, parce que ça faisait 2 fois le budget de la commune, quand même, le fait de refaire. Ça faisait 1 an qu'on avait ouvert toute l'intégralité des rues pour pouvoir poser des tuyaux. Et on rouvre l'eau, et 3 jours après, on a un appel de l'ARS qui nous dit « Vous coupez l'eau tout de suite, parce qu'il y a des intrants, et vous avez une collection de molécules à l'intérieur de l'eau qui fait qu'elle est impropre à la consommation humaine. » Bon, nonobstant le fait qu'on est obligé d'aller distribuer des packs d'eau, ce qui n'est pas particulièrement agréable, vous avez fait un investissement et vous vous retrouvez dans une situation qui est j'ouvre le robinet, alors qu'avant les gens ouvraient le robinet, il n'y avait rien, j'ouvre le robinet et là je ne peux plus consommer l'eau. Comme je suis médecin, on m'a dit tu te charges de la question de l'eau, très bien. Et là je me retrouve en face de 7 administrations. 7 administrations, plus la chambre de commerce, la chambre de l'agriculture, plus la police de l'eau, plus qu'est-ce qui s'est passé encore, les associations, bien entendu. Vous imaginez, toutes les associations écolo et machin nous sont tombées sur le poil. Un village de 150 habitants n'a pas forcément une vocation à se retrouver dans le bien public. Hein. C'est pas, on n'a pas envie d'une publicité comme ça. Et donc, il a fallu trouver des solutions. Et heureusement, l'ARS de Bourgogne, à l'époque, c'était même pas encore Bourgogne-Franche-Comté, l'ARS de Bourgogne nous a dit, Christophe Lannelongue, le directeur général de l'ARS, m'a dit, écoute, il y a Alain Morin, qui est un type fabuleux, il va t'aider et il va être un peu le guichet unique de tout ça. Et la chance que j'ai eue, c'est d'avoir une seule personne à l'ARS qui nous a aidés à gérer l'eau et à faire en sorte que les travaux se passent, que les diagnostics se fassent, et ainsi de suite, pour qu'on puisse... Tout ça pour dire que qu'est-ce qui se passe dans une cité, au sens de la cité grecque. Dans une cité, il se passe des influences qui sont des influences de santé humaine, des influences de santé agriculturelle et végétale et autres, des influences également, parce qu'on a des élevages à côté avec le monde vétérinaire. Et qu'est-ce qui se passe, c'est qu'on ne se connaît pas. Et quand je dis on ne se connaît pas du tout. Donc c'est quand il y a un problème qu'on est obligé de se rencontrer finalement, alors qu'on n'a pas l'habitude de se parler. On n'a pas cette culture. Donc, fin de cette anecdote, je dirais, en 2021, il y a une convention qui s'appelle le CHAM, dans le domaine de la santé humaine, qui est très certainement ce qu'il y a de plus prestigieux au niveau de... on rencontre tous les décideurs du monde de la santé humaine là-bas. Je fais un peu partie du comité d'organisation et j'anime toujours une table ronde. Et j'animais une table ronde sur le rôle des institutions, justement, dans le cadre de One Health, puisque le thème c'était One Health. Et là, je vois arriver tous mes confrères, en particulier présidents de syndicats de médecins, qui commencent à me dire One Health, je ne sais même pas ce que c'est, j'en ai jamais entendu parler. Mais tous, il n'y a pas d'exception, tous. Commencé par la CSMF, a continué par le SML à l'époque. Je me souviens très bien. Ça a changé, c'était avant vous. Voilà. C'était Philippe qui était à l'époque. Voilà, mais tout le monde. Personne ne connaissait la notion de One Health, on ne se retrouvait pas. Et puis on regarde les institutions, j'anime la table ronde, et puis je m'aperçois qu'en fin de compte, One Health, ça posait une problématique, c'est que c'était complètement anthropocentré. C'est-à-dire que c'était du One Health, mais vu par le ministère de la Santé, vu par les institutions de santé humaines. Et donc, on avait un problème fondamental, c'est que si on voulait envisager une seule santé, il fallait envisager une seule santé avec toutes les parties prenantes. Donc les vétérinaires, avec les agriculteurs, avec les élus locaux, les citoyens. C'était de la santé à tout prix, santé humaine à tout prix, à n'importe quel prix. Mais c'est la conception, encore une fois, française, jacobine et en silo, qui est que dès qu'il y a le mot santé dedans, on va coller ça au 14 du Ken. Alors quand vous avez... Mon métier, c'est de travailler, parce que j'ai mon agence qui s'appelle NIL, qui est une agence d'influence dans le domaine de la santé. Donc quand vous travaillez avec les trois administrations centrales, déjà vous savez que c'est pas simple. Déjà entre elles travaillent pas de manière très efficace. Alors vous imaginez qu'en plus il y a 32 administrations centrales sur le One Health. Donc si c'est managé déjà par le ministère de la Santé,
pour essayer de manager en interministériel ou en interadministratif à partir du 14 du Ken, c'est juste un truc, vous oubliez, parce qu'on n'arrive déjà pas à résoudre avec le ministère de la Santé les problèmes de santé humaine. Alors expliquez-nous NIL et France for One Health du coup. Alors, on s'est dit, en fin de compte, à l'époque, on s'est dit, il nous faut une structure de base, une plateforme, qui soit une plateforme qui permette de réunir tous les acteurs sans aucune, comment dire, en ne donnant aucune prérogative à qui que ce soit. Premier point. C'est-à-dire que discuter avec Adeline, discuter avec Pascal, discuter avec Hermine, que ce soit aussi facile que si on discute avec Sophia, que si on discute avec Franck de Vulder ou Philippe Besset, voilà, d'autres syndicats, d'autres acteurs. Premièrement, ça n'existe pas, il faut qu'on le fasse. La deuxième chose, c'est qu'il y a un travail qui est fait sur le plan, on va dire, des élites. Alors sur le plan des élites, ça, du One Health, il y en a partout. On en colle partout, chacun a son concept, son machin, son truc. Nous, on a dit, on est une agence qui est une agence de territoire. Il faut qu'on s'appuie sur les territoires et qu'on s'appuie sur les élus locaux et les collectivités territoriales. Le but de France for One Health, c'est pas en fin de compte de refaire le monde du One Health, c'est de descendre dans les territoires et de créer de la communication, de l'information au plus près des acteurs. Demain, j'ai une épidémie de grippe aviaire dans mon coin, ou j'ai une épidémie de grippe porcine, je ne sais pas avec qui discuter. Je ne sais pas avec qui discuter. Donc acteurs publics et privés. Acteurs publics et privés au plus bas niveau de l'échelle, entre guillemets, c'est-à-dire celui du territoire. Sur le terrain. Généralement mal considéré par l'administration centrale, mais c'est là où il faut agir. L'autre point qu'on s'est dit, c'est que ce France for One Health, il fallait également en faire quelque chose qui soit non seulement désanthropocentré, désélitisé, mais en plus de ça, détechnicisé. Non pas qu'il faut enlever de la technique, parce que quand j'écoute Adeline me parler de... Alors c'est très marrant parce que vous utilisez des exemples un peu caricaturaux de santé humaine, du style la digestion, le scanner et tout ça, mais non, mais rouchissez pas, vous faites des choses merveilleuses, vous n'avez pas besoin de vous comparer à l'univers de la santé humaine, hein, il est pas... Moi, je trouve que ce que vous faites, c'est impressionnant et c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, j'ai appris plein de choses. Donc, on est dans cet objectif qui est, il va falloir que tout le monde se parle et on arrête de parler de technique. Il faut qu'on parle de vraies choses, de vrais projets, de choses qui se passent sur le terrain. Comment on va faire en sorte demain, sur une situation donnée, d'avoir une chambre d'agriculture qui va discuter avec un élu local et du personnel soignant, parce qu'on a la Covid. Et comment ça se fait qu'on ne va pas utiliser les systèmes de diagnostic biologique des vétérinaires, alors que l'administration centrale nous disait pendant ce temps-là, sur la Covid, il faut utiliser le 15. Bonjour, le 15. Imaginez le 15 quand vous êtes à 70 km d'un CHU. Le 15, c'est un système d'urgence qui est géré à partir de l'hôpital. Vous savez, c'est très hospitalo-centré en plus, ce système de santé humain. Donc, on a ça. Plus, il faut casser les représentations. Parce que je suis désolé, mais la représentation de l'agriculture au sein des professions de santé, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. La représentation des vétérinaires, oui, parce que généralement, les vétérinaires, quand ils ont loupé Maison Alfort, ils vont faire médecine, donc elle est forcément bonne. Mais les agriculteurs, elle n'est pas bonne, parce que c'est ceux qui font grossir, ceux qui polluent, ceux qui machin, ceux qui trucs. Et cette représentation-là, elle est fausse. C'est-à-dire qu'elle est parfaitement fausse. Parce qu'il y a des gens comme vous, Adeline, il y a des gens comme vous, Hermine, ou il y a des gens comme Pascal, qui font des choses qui sont extrêmement vertueuses. Sauf que si on n'explique pas aux gens, on reste avec des espèces de stéréotypes qui font que, quand vous êtes médecin, ouais, ça y est, les agriculteurs, c'est responsable de la malbouffe, et la malbouffe, c'est que j'ai 20% de gros dans ma clientèle. Je vais avoir la problématique de l'antibiorésistance. C'est les vétérinaires. C'est faux, parce que vous êtes passé de 1400 tonnes à 370 tonnes d'antibiotiques utilisés en santé vétérinaire, si mes chiffres sont bons, alors que nous, on n'a pas fait le même trajet, on n'a pas diminué de 75% la consommation des antibiotiques en santé humaine. Donc, il faut... France for One Health, ça a aussi pour objectif de dire aux gens, mais arrêtez d'avoir des représentations simplistes sur ceux qui vont être vos partenaires demain. Apprenez à les connaître, apprenez à travailler ensemble,
et faites-le au niveau des territoires. Et puis la gouvernance, on verra bien comment ça va se passer. Donc instaurer des liens en prévention aussi, instaurer du dialogue et puis des habitudes de travail collectives finalement avant que les crises ne surviennent. J'ai fait beaucoup de gestion de crise dans ma vie, ne serait-ce que parce qu'avant j'étais dans l'industrie pharmaceutique et j'avais un produit en particulier qui était un produit spécialisé dans la lutte contre l'héroïne. Vous imaginez bien que les crises, il y en a un paquet. Quand vous avez un produit comme Subutex dont vous vous occupez, les premières réunions, vous les avez à Place Beauvau avant de les avoir donc au ministère de l'Intérieur, avant de les avoir au 14 du Ken. Hein. Donc c'est vraiment des produits qui sont des produits extrêmement sensibles. La gestion de crise, entre guillemets, ça n'existe pas. La crise en tant que telle, on doit avoir 95% de la solution avant la crise. Et ça, on n'a pas cette culture en France. Il faut préparer tout le travail de prévention de la crise, parce que c'est ça la gestion de crise. La crise, quand elle arrive, elle se déclenche si on sait la gérer. C'est déjà trop tard. Ça se gère facile. C'est assez facile à gérer. Sauf que maintenant, avec les réseaux sociaux, on peut avoir des phénomènes de résurgence, quelquefois, qui sont extrêmement toxiques. Merci beaucoup. Juste un deuxième tour de table rapide avant de laisser la parole à la salle et aux questions, puisque je vois que le temps passe, l'heure tourne. À votre avis, à tous, en commençant par Adeline, comme tout à l'heure, quel frein à lever pour un One Health opérationnel du coup? Qu'est-ce qui manque aujourd'hui? C'est quoi les freins aujourd'hui que tu rencontres dans ton activité? Et puis cet aspect caractérisation d'un territoire en bonne santé, comment toi tu imagines la contribution des agriculteurs à cette caractérisation? Je pense que déjà il y a un point à prendre en compte sur l'agriculture qui doit être vraiment une vraie prise de conscience, c'est que le monde agricole il est vraiment pluriel. Donc effectivement, ce qui est génial et honnêtement, aller dans les champs, aller rencontrer les agriculteurs, il y a des très belles initiatives. Autour de l'agriculture génératrice, agriculture bas carbone, des regroupements d'agriculteurs, que ce soit des CETA, je cite l'APAD, l'agriculture de conservation. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites. On n'est pas inactif, on essaie de mettre en place des choses. Après, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'au-delà du monde agricole et pluriel dans ces secteurs, déjà, élevage, chacun un peu son métier, c'est aussi, par exemple, à 10 km de chez moi, la typologie des sols va être complètement différente. Même les aléas climatiques, même parfois, ayant des stations météo, je peux identifier la pluviométrie. Donc en fait, même parfois à une certaine distance qui paraît dérisoire, le système culturel est différent. Et en plus, on rajoute à ça le fait qu'une exploitation a tel matériel, etc. Donc tout ça pour dire que parfois, il est difficile aussi de mettre en place des normes transversales sur la base d'une pluralité d'agriculture, qui fait aussi la richesse de l'agriculture française. Mais en gros, à l'heure actuelle, on a besoin de quoi? Alors, il faut encore une fois, à l'heure actuelle, il y a des expérimentations qui sont faites, que ce soit en coopérative, donc disons dans le domaine privé ou sur nos exploitations, chacun à notre échelle. Mais on a besoin de plus de formation, de recherche, de R&D pour accélérer, pour suivre aussi l'évolution climatique qui va très vite, parce qu'à l'heure actuelle, les agriculteurs, c'est les premières victimes du changement climatique, et c'est déjà les premiers à s'habituer, à s'adapter au changement climatique. Autour des chez moi, on sème actuellement, alors moi j'ai décidé de ne pas le faire, mais on sème de l'orge de printemps avant l'hiver. L'orge de printemps qui devient en fait de l'orge d'hiver, de l'escourgeon presque. Bref. Donc pourquoi? Parce qu'il n'y a plus d'hiver. Dans nos régions, en tout cas. Voilà. Après, chaque région est différente. Tout ça pour dire qu'on s'adapte déjà au climat, mais on a besoin en fait de moyens financiers, mais au niveau macro, pour pouvoir trouver des alternatives. Donc alternatives, ça peut être génétique ou autre, ou en tout cas face aux produits phytosanitaires, parce que nous, on ne tient pas particulièrement à mettre des produits phytosanitaires sur nos exploitations. Clairement, si on nous trouve des évidences, des solutions évidentes, et il y en a déjà, il y a des choses qui se font, on le verra dans la table ronde numéro 2 autour du biocontrôle, etc. Mais voilà, on n'a pas encore de vraie évidence. Moi, je suis convaincue que les solutions d'aide à la décision, donc qui sont des solutions numériques, peuvent nous épauler à prendre des décisions, parce que actuellement, on a une complexité de variables à prendre en compte pour justement répondre au mieux aux besoins de nos cultures, et donc des solutions, des OAD, et donc il y a tout un monde de start-up, de l'agtech qui vit, donc allez voir la ferme digitale ou les associations de co-farming par exemple, qui permettent justement de mettre en lumière ces solutions. Et puis les deux derniers points, je le fais très rapidement, c'est la prise de conscience des consommateurs.
Je pense qu'en fait, oui, il y a aussi la responsabilité sur la chaîne de valeur, elle est de l'agriculteur aussi jusqu'au consommateur. Et c'est dur pour moi à l'heure actuelle de me dire que j'essaie de produire au mieux une alimentation saine avec une traçabilité fine, mais à côté de ça, j'ai des consommateurs qui mangent, enfin, qui ont dans leur assiette des produits importés qui ne sont pas du tout soumis à ces mêmes règles. Voilà, donc sur des soja OGM, du blé canadien, où on va par exemple mettre du glyphosate à quelques jours avant récolte, ça c'est dur à accepter. Parce que cette traçabilité, elle ne va pas non plus jusqu'au consommateur. Et puis, dernier point, on a besoin d'une vision claire sur... alors, ça va un peu au-delà de One Health, mais on a besoin d'une vision claire sur la stratégie de l'agriculture française. Où est-ce qu'on va? Il faut construire... on ne peut pas faire des va-et-vient sur les normes, etc. Donc, voilà, on a besoin d'une vision claire pour construire tous ensemble. Et il faut qu'elle vienne aussi du terrain, cette vision. Je crois qu'il y a une loi d'orientation en préparation. Un peu élargi. Pascal. Merci, bon, des problématiques communes et c'est heureux. Si on veut vraiment contribuer à restaurer cette souveraineté alimentaire en matière de produits de la mer, il y a 3 grandes actions à conduire. D'une part, donc, c'est la part du législateur, c'est-à-dire pour adapter nos réglementations et aller vers une simplification. On évoquait les difficultés pour créer une pisciculture, c'est 3 à 4 ans dans le meilleur des cas. Donc il y a vraiment des mesures de simplification. On peut aussi évoquer la transposition européenne, enfin, sujet que vous connaissez bien. Ça, c'est un objectif majeur. Les sujets ayant trait à la taxonomie verte, bien évidemment, les questions de traçabilité pour qu'on puisse comparer nos produits à égalité avec des produits d'importation. La deuxième action est à conduire vis-à-vis du secteur privé et du secteur de la finance verte, de la finance à impact, des grands acteurs du secteur agricole que sont les coopératives. Bon, même si on a la chance d'avoir 3 grands partenaires, parce qu'il va y avoir un effort de guerre important. Ce sont des activités qui sont capitalistiques, des gros investissements, des gros besoins en fonds de roulement, et tout le monde dit que c'est bien et que c'est ce qu'il faut faire, mais personne ne veut le financer. Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse adresser ce secteur de la finance et ce secteur agricole conventionnel pour porter le projet et lui donner du contour et de la réalité. Et enfin, la troisième voie, c'est vers le consommateur, parce qu'effectivement, on a fait réaliser une étude très récemment par AgroParisTech. On s'aperçoit que le consommateur français, enfin le citoyen français, ne connaît pas notre aquaculture française. Donc ils ne savent absolument pas de quoi on parle. C'est la problématique de petites filières qui sont peu connues ou totalement méconnues. On doit travailler livre ouvert, on doit faire de la pédagogie, on doit aller vers les écoles, vers les étudiants, on doit partager nos savoir-faire, nos expertises pour informer les publics et préparer nos consommateurs de demain. Donc, vous voyez, c'est 3 gros challenges et tout ça dans cette approche One Health qui est de toute façon la clé unique du succès de toutes nos filières agricoles pour demain. Parce que de toute façon, on est responsable de ce que nous laisserons. On est responsable de la situation aujourd'hui de santé publique, de santé des sols, de qualité de l'eau, de qualité de l'air, de qualité environnementale. Et on ne peut plus se dire simplement on ne savait pas ou on continue comme avant. Non, on ne continue pas comme avant, mais on est pragmatique et réaliste. Aller du point A au point B, ça va prendre un peu de temps et pas mal de moyens. Responsable, hein, c'est un mot important. Olivier. Moi, je crois que on a un frein surtout, c'est nous. C'est nous. C'est les représentations qu'on colle sur les autres, la non-volonté de travailler les uns avec les autres. Je vois faire travailler un médecin avec un pharmacien quand c'est au niveau syndical. Hein. Je ne parle pas au niveau du terrain, parce qu'au niveau du terrain, il y a beaucoup de choses qui se passent. Mais au niveau syndical, franchement, Sophia, c'est pas facile. On connaît bien le milieu syndical l'un et l'autre. Et alors, quand c'est au niveau des sociétés savantes, je vous en parle même pas. Donc déjà, en santé humaine, on a une représentation par catégorie socio-professionnelle qui est dramatique. Quand vous dites, tiens, on pourrait faire des infirmières encore plus compétentes, on vous dit, mais vous faites des IPA. Les IPA, mais c'est pas possible. Donc, je crois que c'est surtout ça qu'il faut changer. C'est les habitudes. Les habitudes. Les masques qu'on colle sur les gens et sur les professions, alors que tout change. Tout change. À l'heure actuelle, tout change. On a la possibilité de faire bouger les choses, des proportions extraordinaires. Les seuls qui sont des sources d'inertie, c'est les gens, c'est nous.
Quand je dis les gens, c'est moi j'en fais partie. Hein. Mais comment on se change la tête pour pouvoir se dire demain il va falloir qu'on travaille. Moi je sais travailler avec, enfin moi non, mais ma femme avec le vétérinaire de ma chienne. Elle sait travailler avec, parce que de toute façon, elle obtient tout ce qu'elle veut, et on a des chiens qui sont remarquablement... voilà, c'est impeccable. Mais moi, si jamais demain j'ai une problématique fondamentale, qui est une problématique de type One Health à gérer, je ne sais pas comment je vais discuter avec un vétérinaire. Je ne sais pas. Parce que j'ai une vision du monde vétérinaire qui est... C'est un mauvais filtre. Donc il faut qu'on change nos filtres. Et moi, ce qui me fait peur, le deuxième phénomène qui me fait peur, c'est que, en particulier en santé humaine, on ne change pas la formation de nos jeunes. C'est hyper léger que d'avoir de temps en temps un module, et quand je dis un module, c'est 2 heures sur la notion de santé, une seule santé. Et ça ne se passe pas dans toutes les facs, et c'est pas validé par tous les doyens, et ainsi de suite. Donc je ne sais pas ce qu'on va faire aussi avec les jeunes qui vont arriver. Donc le sujet de la formation initiale des professionnels de santé. Merci. Hermine, pour conclure. C'est pas évident parce qu'ils ont déjà tout dit. La première chose que j'avais notée, c'est ce que tu as dit, Adeline, effectivement, la nécessité d'avoir une stratégie claire. Ça, je crois qu'on en a déjà pas mal reparlé. La deuxième chose, c'est que, et on en a eu un aperçu ici, il y a quand même 90% des solutions qui sont là. Et alors, on a encore bien besoin d'innover, de rechercher, etc. Mais on a quand même tout entre les mains. Et le vœu, peut-être un vœu pieux que j'ai envie de faire, mais je sais que ça marche au CNRA, je le vois tous les jours, c'est d'avoir le courage de la confiance, en fait. Par rapport à ce que vous venez de dire, Olivier, c'est la confiance dans la nature à se régénérer, c'est la confiance dans les animaux à s'adapter. Je suis pas véto, mais je sais que ça marche un peu. Et puis surtout, c'est la confiance entre soi, parce que quand on a d'abord un postulat de défiance, on peut rien construire ensemble. Alors que si on a d'abord un postulat de confiance, on peut soulever des montagnes. Merci beaucoup à tous les 4. Je pense qu'on peut vous applaudir. Merci. Je vous invite à rester là parce qu'on va avoir quelques questions. On va passer au petit moment interactif avec une construction de nuages de mots, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure. Et après, on passera aux questions. OK ? Donc vous avez un QR code qui s'affiche. Vous pouvez aussi participer, vous, en tant qu'intervenant, si vous avez vos téléphones. Donc vous scannez le QR code et puis on va construire ensemble un nuage de mots. Donc je vais vous demander de proposer 3 mots différents qui vont être, selon vous, les mots-clés par rapport à ce que vous avez compris de One Health et qui représente en fait les leviers les plus importants, les mots-clés les plus importants à mettre en place pour que One Health devienne une réalité de terrain. 3. Vous avez un téléphone ? Il vous faut un téléphone. Alors les personnes à distance peuvent pratiquer également ce petit exercice avec nous et on va essayer de construire le nuage de mots ensemble, si la technique fonctionne. Alors le réseau, ouais. Voilà. Il faut d'abord évidemment vous connecter. Confiance et territoire. Ah, un peu de prévention quand même. Je crois que c'est un mot que j'avais oublié de citer en introduction, donc c'est très bien. Ça a été rattrapé depuis. Ah oui, beaucoup de mots très très différents en tout cas. Donc, prévention, confiance, interaction, territoire, communication. Quatre grands gagnants. Confiance, prévention, communication. OK. Donc voilà ce que vous retirez de cette première phase. Je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'on peut jouer pendant des heures en fait.
Ok, donc prévention, confiance, communication. Ben écoutez, on va faire le même exercice tout à l'heure après la deuxième table ronde et on verra si on arrive au même sujet. Merci beaucoup en tout cas de votre participation. Alors, on va passer maintenant au temps des questions. Questions à distance et questions dans la salle. Donc dans la salle, j'en vois déjà 2. Merci. Casimiro Vizzini de la fondation One Sustainable Health for All. Je suis très intéressé, c'est vraiment impressionnant. Je suis médecin aussi, j'ai appris beaucoup de vous. Et je suis très partisan d'une attitude fédérale, locale, des solutions. Par contre, One Health est global. One Health, c'est universal. On ne peut pas s'occuper que du territoire français sans penser qu'à côté, il y a la Suisse, l'Italie, l'Espagne, la Belgique. Et à côté de ça, il y a d'autres choses. Le climat n'a pas de frontières, les bactéries, les virus non plus. Et les saumons grecs, on doit les acheter parce qu'on est en Europe et on est obligé de les acheter aussi. Donc, les solutions ne peuvent pas être... La solution est locale, l'action est locale, mais la solution doit être pensée globalement. Et donc, l'action locale ne peut pas s'en passer d'une pensée globale. Et l'AMP, ce monde des Grèces, devrait travailler avec vous pour trouver des solutions communes. Ça, c'est mon avis. Europe et global et monde. Donc, on remet le sujet au niveau international. Pascal, vous vouliez répondre ? Oui, je suis assez persuadé qu'effectivement, on ne pourra pas envisager de solution sans intégrer une approche globale. Maintenant, ça se heurte à plein de difficultés, des difficultés réglementaires, législatives. Sur notre volet particulier qu'est l'aquaculture, on travaille à la mise en place de clauses miroirs. Ça sera le minimum. Comment combattre effectivement ces distorsions de conditions d'élevage, de recours aux médicaments, de recours aux farines animales, etc., etc. Maintenant, voilà, à l'échelle des opérateurs français, de nos organisations professionnelles, c'est extrêmement complexe. Mais je suis tout à fait d'accord avec cette opinion. Et moi, j'ai juste envie de compléter, si je peux me permettre. Complètement, c'est cette vision, et c'est pour ça qu'on parle depuis le début avec Aline aussi, de cette nécessité d'avoir une stratégie, un étendard, etc. Parce que le concept, il faut bien qu'il percole. Et comment est-ce que chacun individuellement, dans notre lieu de vie qui est donc ramené au territoire, l'emploi, qui que l'on soit, un médecin, agriculteur, ouvrier, comment est-ce qu'on peut s'en saisir ? Et c'est pour ça qu'on a besoin des deux, d'avoir cet étendard fondamental, mais aussi la capacité à le décliner pour que chacun puisse s'y retrouver. Sinon, ce n'est qu'un vain mot et c'est fumeux. Moi, je m'inscris en faux avec ce que tu dis. Parce qu'on peut avoir une gouvernance globale. Ok, mais des projets globaux, vu l'hyper-norme qu'on est capable de sécréter en France par rapport à la Suisse, par rapport à l'Italie, par rapport à d'autres, déjà, on s'est déjà tiré une balle dans le pied, aussi bien en santé humaine qu'en visiblement en santé agriculturelle. Donc si c'est pour continuer comme ça, on va se retrouver avec une technostructure qui fait que justement, si on croit dans l'Europe, à l'heure actuelle, il y a plein de gens qui n'y croient plus à cause de la technostructure. Donc je pense qu'il faut absolument qu'on soit sur quelque chose d'incarné. Voilà. Et qu'on pense les choses de manière... Mais elles sont pensées déjà. Qu'on mette en place une gouvernance en disant, à 10 ans, il faut que... Voilà, tels sont les objectifs. Oui, mais pas plus. Pas qu'on nous dise comment faire sur les territoires, pas qu'on nous dise comment faire au niveau nationaux et tout ça. Il faut laisser ça à la responsabilité des acteurs. J'en suis persuadé. Merci Olivier. Bonjour à tous, Mathieu Lafay, associé chez Compublic et partenaire d'Agridé. Je vais prolonger les propos d'Olivier et faire une offre de service, celle qu'on a faite à la dernière réunion One Health des travaux. Prolonger les propos pour dire que je crois que ce France for One Health, c'est vraiment un bel outil qui s'est relancé ce matin. On a intitulé que c'était l'an 1. Et je crois que la force du dispositif, quel que soit son périmètre, avec de toute façon l'ancrage local, c'est une certitude. C'est qu'on réunit des spécialistes d'une agence NIL spécialisée en santé humaine et comme public plutôt spécialisé en santé agricole, vétérinaire, environnementale. D'ailleurs, je connais pas mal de monde dans cette salle puisque j'ai le plaisir d'intervenir souvent ici et vous avez le plaisir
J'ai le plaisir de vous accueillir, notamment au sein du Club de la table française, très régulièrement. Et l'offre de service, c'est évidemment que ces idées qui sont mentionnées dans la note, ce formidable travail à la fois descriptif du dispositif One Health, toute l'introduction que tu as faite, Marie-Cécile, tout à l'heure, mais ces idées qui sont nées de ces différents groupes de travail, nous souhaitons, avec Olivier, avec Marc, les mettre en œuvre. Et l'outil François One Health, ce Do Tank, a aussi cette vocation. Donc voilà, je voulais le redire devant vous, et vous êtes le bienvenu pour travailler à nos côtés et prolonger les travaux d'Agridé. Merci Mathieu. Est-ce que, Gabriel, il y a des questions à distance? Oui, on a des questions à distance. Alors on a Philippe Collin, agriculteur, qui nous pose la question, peut-être je pense à Adeline de Vrint, un carnet phytosanitaire, c'est un carnet de santé, ni plus ni moins. Pourquoi ne pas en faire un objectif de résultat préventif, curatif? Est-ce que c'est déjà le cas ou est-ce que ça serait quelque chose de nouveau? Le registre phytosanitaire, est-ce que déjà, enfin, ce qu'on appelle le registre phytosanitaire, donc c'est la traçabilité sur nos interventions, sur nos cultures par rapport aux différents produits phytosanitaires. À l'heure actuelle, c'est une condition sine qua non pour la politique agricole commune. Mais c'est aussi soumis à des règles de fréquence, de quantité et bien sûr d'observation de la culture, c'est-à-dire que à l'heure actuelle, si on ne va pas être dans une démarche de proactivité si on n'a pas d'observation claire d'une pression parasitaire ou autre qui va être importante. Après, sur le sujet de prévention, on est en fait pour définir la prévention, il y a le sujet aléa climatique, enfin, du moins la météorologie, parce qu'une année pluvieuse va être plutôt soumise à des maladies. Et donc, moi, la manière dont je le fais, après chacun intervient à sa manière sur sa propre ferme, c'est que j'essaie de me faire conseiller un maximum si j'ai pas en tout cas l'information, soit par des données autres, soit par des experts autour de moi qui sont des conseillers agronomiques. Merci. Une autre question dans la salle? Oui, Alain Savary pour Agridé. Le Salon de l'agriculture a été l'occasion de voir le tandem Orsena de Normandie sur tous les plateaux TV. À un moment donné, une question a été posée à de Normandie, ne faudrait-il pas dans l'avenir regrouper dans un seul ministère, alors je parle franco-français, désolé, mais un seul ministère, l'agriculture et l'environnement. Et de Normandie de répondre, écoutez, j'ai réfléchi et je pense que ce qu'il serait plus utile, c'est de regrouper le ministère de l'Agriculture et de la Santé. Pensez-vous que ce serait une bonne première étape pour mieux gérer One Health dans le futur, en France, en attendant de le gérer dans le monde? Je suis très rapidement complètement en ligne avec Julien là-dessus. Ça fait partie des choses qu'on devrait faire. Et d'ailleurs, on en avait discuté, je me souviens, juste avant qu'elle parte, avec Anne-Marie Ramon-Terrasse, qui était la conseillère d'Emmanuel Macron à la santé. Je lui dis, mais il faut qu'on supprime ce 14 du Ken et qu'on en fasse un grand ministère du One Health qui viendrait intervenir avec des postes dans tous les ministères. Parce que ça doit... Donc oui, bien sûr, il faudrait qu'on arrive à ça. Il faudrait qu'on arrive à ça. Le ministère de l'Alimentation. Non, mais il y a beaucoup de ministères qui pourraient rentrer dedans. Énormément de ministères. La recherche pourrait rentrer dedans. L'industrie a très certainement une part à jouer. Donc oui, il faut qu'on aille vers... D'ailleurs, c'est très amusant. Ça rejoint la discussion qu'on a eue ce matin avec les présidents des académies. Et on en discutait en sortant avec Catherine Barthélémy, qui est la présidente de l'Académie de médecine, il faut qu'on fasse une méta-académie. Il faut qu'on crée une méta-académie One Health. C'est-à-dire qu'il soit au-dessus, enfin au-dessus, à côté, comme on veut. Il n'y a pas de hiérarchisation. Mais il faut qu'on fasse une académie qui regroupe des membres des académies, de toutes les académies.
qu'on s'embête. Il faut mettre la technologie dedans, il faut mettre l'agriculture, il faut mettre... oui, bien sûr. Bien sûr, il faut que cette idée de santé, comme au Danemark, soit une idée qui traverse la société. Et on ne parle pas à ce moment-là de santé humaine, on ne parle pas de santé animale, on parle de santé, et ça traverse la société. Alors, une dernière question dans la salle, et après une dernière aussi en ligne. Ce n'est pas une question, c'est un commentaire simplement par rapport aux propos de Mme Bauer tout à l'heure. Je suis Franck Garnier, je suis ancien président de l'Union des industries de la protection des plantes, et je voudrais simplement attester de l'ensemble des efforts des filières agricoles et de toutes les parties prenantes. Sur les 20 dernières années, les produits phytosanitaires CMR ont été réduits de plus de 85% et les tonnages de produits phytosanitaires de plus de moitié. Merci. Est-ce qu'à distance, il y a une autre question, Gabriel ? Oui, il y a une question de Romuald Carouge, agriculteur. Alors, les initiatives sont bien présentes. Comment répondre à la valorisation économique nécessaire et à la R&D que de nombreux agriculteurs mettent en place versus un prix du blé mondial ? Qui souhaite répondre ? Ce qui est sûr, c'est que il n'y a pas de réponse vraie. Hein. Je n'ai pas la baguette magique, sinon, voilà, on aurait la baguette magique, on aurait déjà mis en place des choses. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'heure actuelle, les agriculteurs se bougent dans le sens où ils essaient de valoriser leur propre production, leurs matières premières. Pourquoi ? Parce qu'on est face à une concurrence mondiale. En tout cas, je parle pour les matières premières céréales. Voilà, on est face à la volatilité, ce que je disais tout à l'heure, des marchés mondiaux. Donc à l'heure actuelle, je peux produire à perte. Voilà, donc c'est-à-dire que si les cours s'écroulent, je vais avoir des charges en face qui sont non compressibles. Voilà. Donc, notamment pour beaucoup d'agriculteurs, qui essaient de mettre en place des choses, c'est de se dire la valeur ajoutée, elle est dans le produit transformé, et donc c'est d'essayer de transformer sa matière première en produit fini. Et effectivement, des exemples qui se font également d'un point de vue territoire, ça va être essayer de vendre du coup localement. Donc on a des exemples d'agriculteurs, par exemple, qui vont produire leurs propres lentilles et qui vont essayer de démarcher des contrats avec des cantines localement. Voilà. Donc après, voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ça demande quand même une expertise additionnelle, un agriculteur, de maîtriser en plus un autre savoir qui est de transformer. Voilà. Donc c'est possible, c'est pas impossible, mais voilà, c'est des connaissances et un apprentissage à prendre en compte. Ok, merci beaucoup à tous les quatre. On n'a plus le temps pour prendre d'autres questions, mais on a une deuxième table ronde et vous aurez à nouveau la possibilité de poser vos questions après la seconde table ronde. Merci beaucoup.